dossier noir avec une canne qui devait mettre de la lumière au Cameroun, mais qui, tout comme les coupures d'électricité, plonge certaines populations dans le noir, mais aussi vient montrer parfois le côté noir que le Cameroun a souvent voulu cacher à la communauté internationale. Parlant de Cannes, les autorités politiques du Cameroun se sont vantées à exhiber les stades, qui d'ailleurs aujourd'hui sont décriés par les professionnels du football, qualifiant parfois nos stades qui ont coûté des milliards de véritables champs de patates. Nous n'allons pas y revenir puisque ce n'était que le côté positif où on louait le Cameroun qui malheureusement ne parvient pas déjà même à entretenir ces stades qui, en pleine canne, on découvre n'ont pas été arrosés et on constate aussi que certaines pelouses ne sont pas du tout prêtes à pouvoir supporter la compétition. Passons. Côté, bien évidemment, à côté de la compétition, il y a ce que je soulignais déjà depuis de très très longues dates lorsque je m'étais retrouvé avec les anciennes équipes de la Confédération africaine de football et pratiquement Constant Omari à la radio où justement je lui disais la CAN ne se limite pas seulement au stade. Il faudrait bien les infrastructures routières. Tout le monde a dit qu'il y avait beaucoup de routes et qu'on était capable de pouvoir accueillir le trafic à travers les 475 000 kilomètres carrés de superficie du Cameroun et qu'on avait des routes qui répondaient à des critères internationaux. Et d'ailleurs, on a bien vu la ministre Ketia Cortés inaugurant un lopin de route aussi grand qu'un mouchoir de poche et nous vantant que c'était un chef-d'œuvre. Mais dans mes réserves, je disais déjà que la route Yaoundé-Douala, c'est-à-dire une route qui relie la capitale politique et la capitale économique, il n'y a pas d'autre issue et que le trafic dense devait créer des accidents pendant la CAN. Nous ne sommes qu'au début qu'on apprend qu'un accident grave de circulation est survenu sur l'axe baptisé lourd entre Yaoundé et Douala samedi 15 janvier 2022 et qui a des morts et des blessés graves. Parmi des morts, on déplore une jeune fille qui était dans un véhicule et qui a perdu immédiatement la vie, elle qui n'avait rien à voir avec la canne sucrée ou la canne pimentée. Elle s'en est allée. Cet accident n'est pas simple dans la mesure où c'est un véhicule de la CAF, COCAN, donc du comité d'organisation qui est bel et bien impliqué dans cet accident parce que, étant obligé de rouler très vite, et malheureusement les routes du Cameroun ne permettant pas d'avoir une autoroute à 4 voies, eh bien, on nous fait comprendre que le véhicule de la CAF COCAN a voulu juste doubler, dépasser un camion et pan, il se retrouvait face à face avec un autre petit véhicule qui fait le transport entre Yaoundé et Boumeyabel. Les images sont choquantes, graves, et le bilan n'est pas encore définitif. Le sang coule à la canne. Que dira-t-on?
on dira que c'est un simple accident. Mais non. On le savait déjà avec les étrangers et les autres délégations, et n'ayant même pas une compagnie de transport aérien qui peut faire de pont, puisqu'on a juste présenté un vieil avion, on s'attendait à ce que les routes soient saturées. Mais de façon improvisée, le gouverneur du littoral avait, tout comme le préfet du Vouri, prétendu qu'il fallait juste interdire la circulation aux gros porteurs, aux camions, les jours de match. Or, il y a des jours de match pratiquement jusqu'au 6 février. Ces gros camions sont cependant obligés d'aller ravitailler, comme je l'avais déjà expliqué, non seulement le Tchad, mais aussi la République centrafricaine. Et les autorités ont dit que ces camions ne devaient pas rouler jusqu'à midi. Ou plutôt devaient rouler jusqu'à midi, après ne doivent plus continuer. Cela, techniquement, est inimaginable, dans la mesure où un camion est en train de rouler au milieu de l'axe Yaoundé-Douala, va-t-il s'arrêter parce qu'il est midi? Et s'il s'arrête, bouchon total, on ne peut plus rien. La pénétrante est de Douala que nous avons décriée, qui pourtant a pris 46 milliards, n'a pas été achevée. Voilà donc une route qui est devenue la route la plus accidentogène, la plus mortelle du monde, selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La route Yaoundé-Douala tue, et pendant la CAN, elle tuera encore. À toutes ces familles qui seront endeuillées, nous présentons des condoléances dans la mesure où d'ailleurs, on a pu constater que rentrant du stade de Bafoussam à Koken, un autre car qui avait été affrété a dû faire un tonneau et se retrouver dans un ravin, et on déplore également beaucoup de blessés graves. On ne peut pas organiser une compétition si on n'a pas un réseau routier. Et ça tombe justement au moment où le ministre des Transports lui-même, ou plutôt le ministre des Travaux publics, autant pour moi, nous révèle que sur 125 km de route linéaire, le Cameroun ne compte que 9000 km de route bitumée. Soit le nombre de routes qui ne sont pas bitumées au Cameroun représente 82,5%. 82,5% à rouler sur la latérite, dans des marécages, et bien sûr, dans de telles conditions, lorsqu'un journaliste filme une route en pleine capitale qui est poussiéreuse, lorsqu'on filme une route d'un Colmessin, en pleine ville de Yaoundé, ou en pleine banlieue, les autorités camerounaises, avec leurs défenseurs qu'ils ont recrutés comme influenceurs, se mettent à insulter les étrangers qui pourtant disent la vérité, présentent l'image du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, que les étrangers viendront filmer les poubelles, vont filmer les mauvaises routes, vont filmer l'eau rouge, jaune, qui va sortir des robinets. C'est ça les à côté de la canne. Mais, n'étant toujours que dans l'improvisation et croyant que le monde entier était à leurs genoux, les autorités camerounaises aujourd'hui découvrent une autre réalité et surtout une autre image du Cameroun qui est donnée à travers le monde entier. On misait sur l'esprit fair play d'une nation qui est habituée à aimer le football et à le considérer comme le pion. Une nation où, bien évidemment, le public se rend souvent au stade.
Et on avait pris cela comme une évidence, se disant que les stades seront pleins. Après l'engouement de la première journée, ou d'ailleurs, nous avons décrié cette malhonnêteté légendaire de consigner 38 billets pour les causes du RDPC afin de venir applaudir le président Biya. Après avoir donc recruté élèves et autres militants du RDPC, on constate malheureusement que le Cameroun, qui se disait au moins qu'il allait donner une image à travers des stades bondés de monde, la fusion populaire que le Cameroun est en train de présenter aujourd'hui, le désert dans des stades. Et cela fait d'ailleurs que non seulement les anciens lions, mais tous les spécialistes et observateurs du ballon sont en train de découvrir que la CAN est en train de tourner au vinaigre. Et du coup, les autorités camerounaises qui n'ont pas anticipé se retrouvent donc dans l'improvisation. Oui, on se retrouve aujourd'hui avec des communiqués alarmants, criant à un patriotisme, voire à un chauvinisme exacerbé, et surtout n'étant pas coordonnés. Hier encore, c'était à Bafoussam que le gouverneur prenait des dispositions qui sont hors normes, illégales, et qui vont contre les lois sanitaires et du sport, telles que le Cameroun s'était engagé à les respecter selon le cahier de charges signé avec la Confédération africaine de football. Face au stade désertique, eh bien, le gouverneur de l'Ouest a décidé de mettre non seulement les élèves à contribution, mais aussi des cars. Ce qui est déjà très très grave dans la mesure où ces élèves ont été sortis pour aller supporter ou aller plutôt chauffer les stades alors qu'ils n'avaient même pas ni le vaccin, ni le test, et ils ont été ramassés et conduits parce qu'on leur disait ils vont rentrer chez eux dans les mêmes conditions parce que c'est des proviseurs qui le leur imposaient. Sans l'avis des parents, des mineurs se sont donc retrouvés au stade et on applaudit en disant Bafoussam a montré l'exemple parce qu'il y avait 15 000 personnes dans les tribunes. 15 000 élèves réquisitionnés qui n'étaient pas volontaires, qui ont dû plaquer les cours pour se retrouver au stade. Des mineurs de 8 et 10 ans qui ont été abandonnés dans des buissons, puisque justement, non seulement il y a eu à peu près 500 élèves venant à la fois de Bafoussam, de Bouddha, de Banjoun, de Banganté, un peu de partout, mais qui se sont retrouvés sans billets. Parce que ceux qui étaient supposés distribuer des billets gratuitement, eux-mêmes étaient portés disparus ou étaient en train de refaire le commerce avec ces billets-là. Ces enfants ont souffert, d'autres sont partis du stade à pied, sachant que le stade est situé à plus de 10 km de la ville de Bafoussam. Un vrai calvaire. Les parents ont dû chercher leurs enfants, les ramasser, parce que, justement, le gouvernement irresponsable, ne pouvant pas coordonner l'action et voulant tout improviser pour encore tromper la communauté internationale, a donc utilisé les élèves comme on les avait d'ailleurs utilisés au niveau de Yaoundé, où on avait pris, par exemple, les élèves du lycée bilingue, ceux de Colmessin, en leur promettant 3 000 francs CFA qu'ils n'ont d'ailleurs jamais reçus. Et lorsqu'ils ont voulu revendiquer, on leur a dit, il suffit que vous parliez, on vienne, et pour qu'on vienne vous arrêter,
et qu'on vous mette en prison parce qu'on va parler de tentative de déstabilisation. Nous en sommes donc aujourd'hui à une CAN qui se fait par réquisition, par obligation. Ce n'est plus un jeu, c'est déjà plutôt quelque chose où on dit il faut absolument sauver les meubles et sauver la moquerie internationale. Et du coup, alors que le ministre de la fonction publique a fait une descente de bureau en bureau pour dire à ses services centraux qu'aucun fonctionnaire ne devait s'absenter au risque d'être puni, l'on apprend maintenant qu'une note venant du Premier ministre est transmise ou alors signée du secrétaire général demande maintenant au peuple camerounais, ou plutôt aux fonctionnaires, de ne plus aller travailler. Donc, ils peuvent travailler jusqu'à 14 heures, ils abandonnent le travail, et puis, pour aller au stade, et ceci jusqu'au 4 février 2022. Quel manque à gagner? Et au-delà de ça, a-t-on imaginé ce que ça peut entraîner? Puisque les hôpitaux où il y a des malades, ce sont des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires vont abandonner les hôpitaux pour aller dans les stades où on ne sait d'ailleurs pas si les billets sont gratuits, puisque finalement ils seront obligés de donner encore des billets gratuitement. Mais surtout, on se rend compte que les élèves ne pourront même pas terminer leur programme scolaire. À l'université de Buea, le recteur a carrément dit, alors que là-bas c'est d'ailleurs des zones à haut risque, qui devaient avoir des bus pour transporter le personnel enseignant pour aller meubler les stades. Le Cameroun a touché le bas-fond. Une canne qui avait été donnée en 2014. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit dans l'improvisation? Comment se fait-il aujourd'hui qu'on soit en train de chercher les causes de l'échec populaire de cette canne? Beaucoup se réfugient rapidement derrière le test Covid-19. Mais c'est le gouvernement camerounais qui a accepté cela. Beaucoup aujourd'hui sont en train de dire qu'il faudrait plutôt mettre les bus à la disposition des tels et organiser telle autre chose, des charters et des billets gratuits. Alors que la CAN, selon les investissements qui ont été consentis, devrait au moins rapporter quelque chose à l'État. Si maintenant, l'État se retrouve encore à sponsoriser les billets, à quoi ça aurait servi d'organiser une CAN lorsque même pour des matchs concernant des pays étrangers, on demande au public d'aller applaudir au stade et que c'est financé par l'État parce qu'on veut sauver les meubles. Tout cela, c'est à cause de l'amateurisme. Je l'ai décrié pendant l'émission du Café des Sports sur RFI et France 24 en disant que une compétition, lorsqu'elle est organisée, la priorité des priorités, c'est d'abord le côté marketing qui doit être mis en avant. Les grands événements ont souvent été organisés au Cameroun. Le COCAN, avec un budget stratosphérique, n'a pas pu trouver des personnes habilitées à vendre cet événement qui pourtant aurait connu un succès populaire si on aurait au moins consulté les professionnels du marketing. Parmi les professionnels du marketing, il y a par exemple un certain Nana Payon. Nana Payon, voilà quelqu'un qui a fait les études dans l'Institut de gestion à Paris, qui a fait l'école de commerce, qui dans les années 90 a montré qu'il était le meilleur dans l'événementiel. Combien d'événements
ce monsieur a organisé avec brio, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sportif. Le COCAN aurait pu au moins entrer en contact avec Nana Payon, qui est pourtant à Yaoundé. Mais que non. On a confié tout à Pierre-Ismaël Bidounkouat et puis à Mouélé Kombi, Narcisse. De ma vie de journaliste, et vous pouvez également demander à d'autres journalistes, depuis que Mouélé Kombi est né, il n'était jamais entré au stade avant le premier match de la CAN. Il ne connaissait rien du football. Voilà quelqu'un qu'on désigne ministre des Sports, qui n'a jamais organisé un événement du marketing et qui se retrouve au devant d'un événement qu'il fallait plutôt vendre. Vendre la CAN, c'est ce qui nous a manqué. Attirer le public dans les stades, c'est un spectacle. Et ça, seules des personnes habilitées sur le plan professionnel pouvaient le faire. Je vais vous prendre par exemple. Nous sommes en 94, où personne ne s'occupe de ce qu'on peut même appeler les sports, ou bien les tournois olympiques et machin et tout ça. Mais à Garoua, que ce soit en 94, que ce soit même en 96, je prends seulement celui de 94, au stade Pompoury. Nana Payon avait organisé un événement qui avait été salué par le monde entier, où on voyait le stade Pompoury plein, parce qu'il y avait des sponsors, il y avait des stands, il y avait également ce qu'on appelle des foires. Parce que chaque événement doit être accompagné par les spectacles, par les foires pour permettre aux gens de gagner, par des... Mais il y a tout un lot de choses qu'on programme pour un événement. Cet événement avait été salué. La CRTV avait montré cela. D'ailleurs, en 1996, on a vu au stade Amadou Ahidjo, encore le même Nana Payon. Il avait été appelé parce que, et d'ailleurs, il a été élu le meilleur manager sur le plan du marketing et de la communication. Et d'ailleurs, il a organisé souvent les soirées pour inculquer les notions de marketing et de communication événementielle. Au stade Amadou Ahidjo, c'était archi-comble. L'ascension du Mont Cameroun, c'était toujours Nana Payon. On a vu, et d'ailleurs même les tickets, regardez les tickets de la CAN, on cherche même où est-ce que ça se vend. Alors que lorsque des gens comme Nana Payon, avec une régie, pouvaient organiser, on trouvait que ce soit au niveau des stations mobiles qui avaient des accords de partenariat avec lui. Parce qu'il faut une régie. Et c'est cette régie qui vient donc, par exemple, comme la dernière fois, c'était avec Camille Toyota, où on a vu des gens gagner une tercelle à la CRTV en direct, clé en main. Ça fait que le public participe. Ça fait que le public sait où se trouvent les biens. C'est que le public vient participer justement aussi au spectacle. Le spectacle, ce n'est pas seulement des acteurs qui courent derrière le ballon. Et d'ailleurs, c'est ça que j'avais critiqué concernant les stades du Cameroun, que c'est des espaces de vie, des espaces culturels. Regardez en 2001, la première dame, Chantal Biya pourtant, elle décide de lancer ce qu'on appelle la lutte contre le sida et tout ça avec sa fondation et d'autres. Mais
ça avait été chargé à qui? Qui avait rendu cet événement historique? C'est Nana Payon. Parce qu'on faisait des lâchers de ballons. Il avait pris un champion du monde qui venait de la France et on faisait des lâchers de ballons avec des condoms, des milliers de condoms à travers le Cameroun. L'événement était archi populaire. Tout le monde avait apprécié le professionnalisme. Comment se peut-il donc que un monsieur de cette envergure ne soit pas associé à un tel événement? Dites-moi. Mais même, prenons même 2009, le Palais des Sports. Le Palais des Sports de Yaoundé est inauguré. Le 19 juin, plus exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le ministre Edouard avait confié la régie à Nana Payon. Et Paul Biya était venu dans la journée couper le ruban. Il avait remarqué que le palais qui était un don de la Chine était bien. Et puis il avait été convaincu par Nana Payon de revenir dans la soirée où il y avait les spectacles. Et pendant ce spectacle-là, le palais des sports était plein. On n'offrait pas des billets gratuitement. Même l'ascension du Mont Cameroun que Nana Payon avait organisé en 3 jours, il n'existait même plus de billets. Parce que c'était des endroits où même les vieilles mamans allaient, les enfants allaient, tout le monde trouvait son compte. Parce qu'il y avait une expertise marketiste. Bobby était revenu dans la soirée. C'était plein. Et sur 9 jours, le palais des sports était rempli. Rempli. Et au-delà de ça, c'est là où on va découvrir d'ailleurs le grand talent avec des gens comme les Ekambe Briand, les Charlotte Panda, les Poco. Il y avait une pléiade d'artistes importants qui faisait que cet endroit, les gens s'alignaient parce qu'ils voulaient absolument venir assister au spectacle. Comment se peut-il donc, expliquez-moi, un monsieur comme celui-là, qui a été sollicité sur le plan international, vous-même vous rappelez, je ne vous parle pas de la bourse du livre qu'il a introduit au Cameroun, mais qu'il a introduit au Cameroun, mais je vous parle d'un événement par exemple, c'est-à-dire que le livre Ma vie du président Clinton, le marketing avait été confié à qui? Et la distribution dans toute l'Afrique à un Camerounais, Nana Payon, qui est sollicité par la fondation Rockefeller, par la fondation, c'est la fondation Bill Clinton. Mais au Cameroun, on ne le sollicite pas pour la canne. Moi, les combis s'assoient avec ses influenceuses, les coiffeuses et consorts. C'est eux qui doivent faire le marketing de la canne. Ils se partagent l'argent. Et vous voulez que les gens aillent au stade et vous vous couvrez derrière, non, c'est vraiment la cave à cause du quoi, Covid et tout. Mais à Bafoussam, là, je vous fais comprendre qu'il n'y avait ni test Covid ni rien. Les stades, après le moment où on a ouvert, qu'entrer gratuitement. Mais est-ce que le stade était plein? C'était pas plein. Parce que rien n'est organisé sur le plan du marketing. Et ça, c'est une faute lourde. Et moi, les combis devraient payer de cette incapacité à pouvoir associer des personnes référentes, des personnes méritant du respect et qui pouvaient faire de cet événement grandiose. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va distribuer des billets. Après, on va dire que les stades sont pleins. En distribuant des billets gratuitement. Une canne. Donc, tout cela, on a dépensé 3 000 milliards. 3 000 milliards.
3 000 milliards pour ne rien récolter. Et qu'est-ce qui va se passer après? Lorsqu'on est incompétent, on assiste à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Ça avait été décrié. Et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on va faire entrer des gens au stade, on va arrêter le travail à 13h, là-bas 14h, après ceci et cela, tout ça ne va pas résoudre le problème. Puisque d'ailleurs, d'autres même offrent des billets tantôt au Ben Skinner. Mais je vous avais dit, pour rentrer au stade, vous savez très bien qu'il y a une de Douala. C'est des villes où les gens se déplacent plus en moto. Mais il n'y a aucun endroit que vous avez prévu pour le parking des motos. Vous croyez que un Ben Skinner va courir le risque d'aller garer sa moto qui sera volée parce qu'il serait parti dans un stade? Mais non. C'est toutes ces choses qui font que lorsque cette canne finira, qu'on fasse dans le bilan, qu'a-t-on gagné? À part dire, la canne est sucrée. Qu'a-t-on gagné lorsqu'aujourd'hui, on est obligé de faire entrer les élèves, les professeurs, les militants, les supplier? Est-ce que cet événement a encore de la valeur? Ça manque du sel. Parce que le marketing a échoué, parce que le gouvernement a été incompétent. Et c'est pour ça que vous les voyez uniquement aujourd'hui dans des jérémiades. Oh, on a invité une influenceuse, on ne l'a pas invitée et on appelle une autre qui vient dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait tout simplement que tu viennes comme ça et tout. Vous n'avez pas honte? Vous vous rendez compte? Vous organisez une canne. Yannick Noah au Cameroun, la personnalité la plus aimée des Français. Yannick Noah, l'une des personnalités les plus aimées, qui fait l'unanimité. Vous êtes tout simplement contenté à dire que non, il y a eu Fally Ipupa. Il n'y avait pas Yannick Noah. Donc vous voulez dire que Yannick Noah ne peut pas mobiliser les Camerounais? Vous voulez dire que André-Marie Talla ne peut pas mobiliser les Camerounais? Vous voulez dire que les Ekambé brillants ne peuvent pas mobiliser les Camerounais? Et vous, artistes d'État, qui passez le temps à faire des petits programmes là à étudier, avec votre ngongo, vous n'avez pas honte? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas joué? Vous justifiez maintenant que non, quand il y avait ceci, les Camerounais aussi sont partis. Mais le problème, c'est qu'on vous a viré. Et on vous a toujours viré de tous les grands événements. Quel grand événement auquel vous avez déjà assisté? Rien. Si au moins le comité d'organisation, après même le match d'ouverture, programmé souvent à la mi-temps, ou avant le match, ou après le match, un spectacle vivant avec les artistes jeunes que je connais au Cameroun. Mais qui n'irait pas au stade? Mais, puisque vous ne l'avez pas fait, et puisque vous, artistes, continuez à soutenir ce régime-là, ne vous plaignez donc pas. Parce qu'ils ne vous reconnaissent pas. Que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, que ce soit même les anciens joueurs ou les nouveaux joueurs, les légendes, ce régime n'a que foutre de vous. La CAN est encore venue montrer que nous sommes divisés en deux tribus. Les riches, ceux qui sont en haut, qui profitent de tout, avec leurs amis, avec leur réseau, et les autres qui sont en bas, qui ne profitent de rien, mais qui chaque jour chantent pour le bien. Ayop, ayop, ayop. Pour vous, la canne sera encore beaucoup plus amère
parce que les caisses de l'État vont prendre un coup. La CAN à Limbe fait peur. Et les événements qui sont en train d'y survenir, plus les jours avancent, plus on s'inquiète. Comment ça va se passer? Le danger ne fait que se rapprocher de plus en plus. La CAN à Limbe, y aura-t-il un bain de sang? Pour l'instant, ça se passe en dehors du stade, mais ce n'est plus très loin du stade. Car on se rappellera que juste avant le match de la Tunisie contre le Mali, eh bien, c'est le Mali qui avait dû fuir Mouliko, où il était en train de s'entraîner, parce que les tirs de Kalachnikov étaient en train de résonner juste à quelques mètres de leur terrain d'entraînement. C'était traumatisant. Pour ce match, l'armée avait quadrillé non seulement la ville, puisque déjà on avait vu la Mauritanie, les joueurs voulant faire quelques pas dans la ville, étaient entourés du Bir. Et pendant le match, justement, c'était la peur dans le ventre. Les joueurs regardaient à travers des gradins, se demandant qu'est-ce qui pouvait se passer. Et d'ailleurs, un événement bizarre est survenu où les gens se sont dit, oh là là, l'arbitre, Gianni, je croisais a fauté parce que il a mis fin au match avant que l'horloge ne puisse atteindre la 90e minute. Cet événement, beaucoup ont voulu l'expliquer par le fait que ce soit un arbitre ayant déjà un passé un peu noir, soupçonné de corruption, et puis certainement donc il avait encore fait un coup. Sauf que ceux-là ont refusé de vous dire que cet arbitre, même s'il avait été soupçonné, avait été blanchi. Si jamais on vous soupçonne de quelque chose et que vous n'êtes pas condamné, c'est-à-dire que vous êtes innocent. Il a donc été réhabilité, rétabli. Cet arbitre, c'est celui-là qui arbitre, qui justement a officié pour la finale du Cameroun contre l'Égypte en 2017. Il n'avait fait aucune erreur. Cet arbitre est celui qui justement a aussi officié le match Cameroun-Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avait-il commis une erreur? Ni la Côte d'Ivoire, ni les Lions indomptables ne se sont plaints. Et aujourd'hui, on est en train de dire que certainement il voulait favoriser le Mali. Comment aurait-il pu favoriser le Mali alors qu'il avait même infligé un carton rouge à un joueur malien? Pourquoi avoir accordé un penalty à la Tunisie s'il était complètement contre la Tunisie? Que non. Parce que les gens n'ont pas regardé d'autres phénomènes qui se passent actuellement dans cette région du sud-ouest. Peut-on sereinement arbitrer dans cette région où, avant de prendre le sifflet, vous recevez les menaces des ambassoniers qui vous disent « Nous allons attaquer ». Peut-on sereinement jouer lorsque vous savez qu'à tout bout de champ, les fusils vont tourner? Peut-on sereinement jouer dans une région où, le même jour, on vient d'éclater la tête d'une fillette de 6 ans dans des combats
qui se sont déroulés à Mouya, non loin de Boya, et où justement on a aussi tué un taximan de 31 ans, dont la levée du corps, d'ailleurs, a eu lieu ce samedi 15 janvier 2021, sans pour autant oublier un autre qui, innocent, aussi a été battu par l'armée camerounaise. Toutes ces informations, ces gens se retrouvent sur notre territoire. Et ils ne le savaient pas, puisque le gouvernement camerounais leur disait que tout est sous contrôle. Mais le jour du match, ça n'arrive pas. On a essayé de nous dire que l'arbitre souffrait d'insolation. Insolation, ça veut dire tout simplement que exposition au soleil qui, par la suite, peut entraîner l'hyperthermie, nous explique la science. Mais en réalité, lorsqu'on essaie de regarder, cet arbitre a été exposé plus que qui? Pendant combien de temps? Et encore que à Limbé, il ne faisait pas 37 degrés. Il faisait à peine 30 degrés. Il n'a donc pas été le plus exposé au soleil, d'autant plus que d'où il venait, la Zambie, c'est les températures de 32 degrés. Il est donc habitué à diriger des matchs sous une température caniculaire. Et d'ailleurs, le vent ne soufflait qu'à 12 km par heure. Ce qui a donc même été évoqué comme insolation ne peut pas être une raison. Mais bien au contraire, cet arbitre voyait sa montre tourner, revenir en marche arrière, puis il a commencé à avoir des visions bizarroïdes. Parce que c'est une zone où il y a eu des rites traditionnels, où il y a eu des rites d'invocation des esprits de mort. Et d'ailleurs, les Amazoniens, dans le rite qu'ils appellent le Déchi, avaient bel et bien prédit cela. Qu'ils allaient rendre les gens fous au stade avant de pouvoir attaquer. Et cet arbitre a été traumatisé. A-t-il été attaqué mystiquement? Toujours est-il qu'il a perdu raison, il a perdu la tête, même si jusqu'à présent la Confédération africaine de football a décidé de le maintenir. Mais c'est un traumatisme dans la mesure où même la Tunisie qui voulait s'entraîner, le déclassage le lendemain, la Tunisie, elle également, a eu l'alerte qu'il y aura une attaque. Et du coup, les joueurs tunisiens ont fui, se sont réfugiés à l'hôtel, en disant qu'ils ne pouvaient plus continuer. Regardez donc dans quel état est-ce qu'on se retrouve. Les gens vont tout simplement parler de l'arbitre. Pourquoi ne pas aussi évoquer, par exemple, l'hymne de la Mauritanie qui n'a pas été exécuté à 3 reprises? Mais vous voulez aussi dire quoi? Là-bas aussi, les appareils sont devenus fous. Le disque jockey est devenu fou. Tout le monde était devenu fou. Posez-vous les questions qui vaillent. Aujourd'hui, ce qui se passe à Limbé est très grave. Dans la mesure où les Amazoniens viennent encore d'envoyer un nouveau message qui fait trembler. Parce qu'ils ont signifié, non seulement aux équipes, de ne plus continuer et de libérer Limbé. Faute de quoi, ils vont se retrouver dans des valises mortuaires. Voilà un communiqué qui fait peur en ce moment à toutes les délégations qui sont là-bas. Quelqu'un accepterait-il perdre sa vie pour le ballon? Y aura-t-il une sécurité? Et je tiens à signaler aux autorités camerounaises que les Zambiens, pas les Zambiens, les Ambazoniens ont bel et bien reçu actuellement les têtes de roquettes. Ces têtes de roquettes peuvent donc entraîner des attaques très violentes. À l'époque, ils avaient juste
des flèches, ils ont évolué avec les engins explosifs improvisés, puis des bombes ID qui programment à travers le téléphone. Et maintenant, ils ont les lance-roquettes. Je tiens donc à alerter les autorités camerounaises que les dispositions à Boya, la canne risque encore d'être beaucoup très amère. Amère puisqu'on voit tout ce qui est en train de se passer actuellement. On a vu tout un avocat, un sénateur camerounais qui est tombé après avoir été enlevé, alors qu'on nous disait que tout est sous contrôle. Et Henri Kemende a été enlevé, exécuté, alors qu'il était en train d'aller raccompagner ses ouvriers. C'est un meurtre qui fait froid au dos et qui crée le désarroi, surtout dans ces régions où se joue actuellement la canne. Qui l'a tué? Jusqu'à présent, le gouvernement du Cameroun ne communique pas sur cet incident très grave. Et pourtant, la communauté internationale est en train de réagir. D'ailleurs, l'Allemagne a dû convoquer l'ambassadeur du Cameroun, Victor Ndoki, pour lui demander des explications par rapport à ce crime horrible. Qui l'a assassiné? Qui avait intérêt à l'assassiner? Eh bien, bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que les Ambazoniens acceptent ou bien que le gouvernement accepte, mais toujours est-il que ce sénateur qui a été élu en 2018 est celui-là qui portait la cause ambazonienne au niveau de certaines revendications au Parlement. Il accusait le régime des exactions dans les régions anglophones. Donc, est-ce que les Ambazoniens auraient pu tuer leurs défenseurs? Est-ce que les Ambazoniens auraient pu tuer cet avocat qui est du SDF et non du RDPC et qui, de surcroît, était beaucoup plus de leur côté? Difficile à pouvoir imaginer. Mais selon les éléments qui nous sont parvenus, on cite de plus en plus 2 gendarmes de l'armée camerounaise qui auraient été impliqués dans cet assassinat. Et dans cet assassinat, on cite le nom d'un certain Bonnier, Stéphane. Et puis, il y a aussi un autre gendarme qui en ferait partie, Keme. Puisque on va bien, selon les témoignages que nous avons reçus, le sénateur avait été approché par 2 hommes qui étaient sur un vélo. Et selon le mode d'opération, c'est pas comme ça que les Ambazoniens agissent. Et même après avoir été enlevé, il a encore été redéposé au Toumaïn, donc justement après avoir été assassiné. Puisqu'on l'a trouvé, il était dans une mare de sang, et puis transporté à l'hôpital où il était mort. Que ce soit des Ambazoniens, ou que ce soit n'importe qui, il revient à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. La responsabilité de l'État camerounais est donc engagée. Et l'Union européenne, tout comme le SDF, a demandé à l'État du Cameroun une enquête sérieuse. Mais nous savons très bien depuis combien de temps on demande ces enquêtes. Est-ce que le Cameroun a déjà produit ne serait-ce qu'une seule enquête sérieuse par rapport à tous ces assassinats? Et ce n'est pas tout. Puisque tout aujourd'hui peut porter à croire que
l'État du Cameroun organise certains enlèvements et par la suite accuse les Ambazoniens. Par exemple, aujourd'hui, Maître, c'est un avocat, hein? Maître Akoum, Michael Piché, il a été enlevé en famille. Où se trouve-t-il? Il vient d'être enlevé. Alors qu'on nous a dit que à chaque 3 kilomètres, il y a des barrages. Comment est-ce que les terroristes peuvent traverser tous ces barrages avec des otages? Comment ils font? Comment ils font? Ils sont invisibles? Ils s'envolent? Je ne comprends pas. Et je ne vais pas seulement m'arrêter là. Il y a un autre cas. Le 12 janvier 2021, là c'est un prêtre de la paroisse Saint-Charles-Luanga. Il s'appelle Bekong Tobias. Voilà. Ce prêtre a été enlevé, violenté. Quelque temps après, 3 officiers de l'armée camerounaise sont arrivés pour dire qu'ils venaient chercher le nom de ceux qui l'ont enlevé. Ils veulent les identifier, interroger les populations. Après, on nous a fait comprendre que c'était les Ambazoniens. Mal leur en a pris. Puisque les vidéos que j'ai montrent comment l'armée camerounaise, avec les véhicules, ses véhicules, ses attributs, arrive à la paroisse Saint-Charles-Luanga, porte le révérend Bekong Tobias comme un gibier. On l'enlève, c'est quelqu'un qui a filmé discrètement. On le jette dans un véhicule et ils vont démarrer. Et il y a un véhicule blindé de l'armée camerounaise derrière. Il est où? Là aussi on va nier, alors qu'on a des éléments palpables qu'il a été bel et bien enlevé, kidnappé. Mais on a beau vouloir être patriote, mais parfois, sans pour autant dire que les Ambazoniens sont des innocents. Mais lorsque on se retrouve sur un terrain où chacun agit comme hors la loi, d'ailleurs de la même façon comme on avait vu Ngarbou et consorts et tout ça, on s'est dit, nous sommes encore très très loin. Et regardez le dernier rapport de Human Rights Watch, que je vais d'ailleurs essayer de vous lire, tout en vous disant que, bien évidemment, je vous ai dit que l'Union européenne était en train de faire actuellement des pieds et des mains pour demander des comptes à l'État du Cameroun. Mais le dernier rapport sur le Cameroun, une fois de plus, accuse les forces de sécurité, parce qu'il vient d'être publié, et je l'ai à l'instant même, sur la crise anglophone, les exactions, sans pour autant oublier que ce n'est pas tout simplement les anglophones, mais ce n'est pas seulement l'armée camerounaise, mais aussi les Ambazoniens sont indexés dans le même rapport. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous prendre quelques brindilles
D'après des études de terrain et des recherches effectuées dans la documentation librement disponible par Human Rights Watch, au moins 4000 civils ont été tués aussi bien par les forces gouvernementales que par les combattants séparatistes armés depuis la fin 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des séparatistes réellement réclamant l'indépendance des régions anglophones. Les forces de sécurité ont répondu par la manière forte aux attaques lancées par les séparatistes, ciblant souvent des civils à travers les régions anglophones. Le 10 janvier, des soldats de l'armée ont tué au moins 9 civils, dont une femme et un enfant, dans le village de Maout, dans la région du sud-ouest. Les soldats en cause ont aussi pillé des dizaines de foyers et menacé les habitants. Le 8 juin, dans le village de Gam, dans la région du nord-ouest, 2 soldats ont fait irruption au domicile d'un Fon, c'est-à-dire une figure d'autorité traditionnelle locale, et harcelé les 8 personnes présentes, dont un homme âgé de 72 ans, qu'ils ont passé à tabac. Ils ont également tué par balle Ngwang Lydia, une femme âgée de 60 ans qui n'avait pas pu fournir d'informations sur un combattant séparatiste. Le 9 juin, des soldats de l'armée régulière et du bataillon d'intervention rapide d'élite Bir ont tué un homme âgé de 58 ans et violé une femme de 53 ans lors d'une opération de sécurité menée dans et autour du village de Mbeleuf, dans la région du nord-ouest. Ils ont également fait irruption dans au moins 33 magasins et maisons qu'ils ont endommagés et pillés, dont la résidence du fond du village d'Enzen. Le 14 octobre, un gendarme a tué par balle Carole Louise Ndiaye, une fillette de 4 ans, alors qu'elle se rendait à l'école à Bouya, dans la région du sud-ouest. Une foule en colère a réagi en lynchant le gendarme à mort. Le 10 novembre, un engin explosif improvisé a été jeté sur le toit de l'amphithéâtre de l'université de Bouya, dans la région du sud-ouest, blessant au moins 11 étudiants au moment de la rédaction des présentes. L'attaque n'avait pas été revendiquée, mais les autorités tenaient pour responsables les combattants terroristes. Mesdames et messieurs, ce rapport qui est long et que je ne peux entièrement le lire prouve donc déjà que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ce rapport montre que, aussi vrai les séparatistes sont impliqués dans des exactions, mais les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne sont pas du tout professionnels. C'est oui, juste en allant tuer des civils au lieu des séparatistes, mais on est quand même en train de pouvoir se dire que soit c'est juste pour terroriser des populations parce que ces forces de sécurité ne parviennent pas à tuer les vraies têtes de proue. Mais combien de temps on nous a annoncé la mort du général Nopiti? Pas plus tard qu'hier. Encore une autre alerte est arrivée. Le général Nopiti a été mort, a été tué par nos forces de sécurité. Mais attendez, c'est chaque mois qu'on annonce la mort du général Nopiti. Mais ce matin, j'ai eu la preuve que Nopiti est toujours en vie. Alors qu'on nous a dit que dans des combats où 3 séparatistes ont été tués, Nopiti en faisait partie. Et lorsque j'ai demandé, donnez-moi donc ces photos-là, on m'a donné les vieilles vidéos,
toujours avec des gens qu'on est parti ramasser à gauche et à droite. No Piti n'est pas mort. Ce ne sont pas les civils qu'on assassine qui vont finir la guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Comme je le disais, la CAN aujourd'hui se joue sur un terrain miné à Limbe. Et ça, voilà une autre image du Cameroun qui malheureusement est donnée à la communauté internationale. L'insécurité est installée. Vous avez pu constater comment est-ce que les journalistes algériens ont même été agressés à Douala. Et à l'instant, les forces de sécurité du Cameroun nous disent que les séparatistes seraient dus aussi à Douala. Comment donc les gens iront au stade alors qu'ils se disent en même temps que les séparatistes peuvent être là? Et les autorités du Cameroun veulent ouvrir les stades à tout le monde. Est-ce que ce ne serait pas là une occasion pour les Amazoniens justement de profiter de ce cafouillage pour frapper au cœur d'une foule? C'est donc une arme à double tranchant. Vouloir remplir les stades pour exhiber que le Cameroun est un pays de sport. Laisser des gens aujourd'hui qui ne sont ni vaccinés, enfin, puisqu'on n'en veut pas, mais sans contrôle même, sans test PCR, aller ramasser des élèves. Imaginez s'il y a un attentat au milieu des élèves de 8 ans, de 10 ans ou des lycéens. Qui va payer? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Est-ce que les forces de sécurité du Cameroun avaient préparé cette éventualité? Puisqu'on est en train d'improviser là, on aura donc des jeunes foules qui ne vont pas certainement respecter les consignes parce que ce sont des écoliers. Qu'est-ce qui va se passer dans de telles conditions? On ne se pose pas la question. Juste, on veut remplir les stades, mais les stades, malheureusement, ce n'est pas ça qui fait une CAN. Il faut la sécurité. Et il faut une préparation. Ce n'est pas parce qu'on va dire sur haute instruction du chef de l'État, vous vous rendez compte, une CAN a déjà commencé, et on dit sur instruction du chef de l'État. Donc c'est maintenant que Biya se rend compte que les stades sont vides. Il faut tout replâtrer. Seigneur, ayez pitié. Paul Biya a présidé la CAN, la cérémonie d'ouverture. Et j'ai vu nos amis de la CRTV qui nous ont dit que c'était un succès diplomatique parce que il y avait le président Azali de l'Union des Comores qui était l'invité d'honneur du chef de l'État. Et vous avez pu constater que même au stade, Paul Biya ne se rendait même pas compte qu'il y avait un chef d'État à côté de lui, puisqu'ils ne se sont même pas échangés de mots. Lui aussi, il était surpris qu'il soit là. Lorsque j'ai voulu parler de cette invitation farcesque du président de l'Union des Comores, certains amis comoriens ont cru que j'ai insulté leur pays. Parce que j'ai dit les Comores c'est un petit pays. Et je le répète, le Cameroun n'est pas un grand pays. Non, ce n'est pas tous les pays qui sont égaux. C'est Gbagbo qui le disait, qu'il avait été reçu par le président de la Chine, à part l'hymne national. Il disait devant la Chine peut prendre ses décisions, la Chine peut être économiquement autonome, mais pas la Côte d'Ivoire. Et justement, si on dit aujourd'hui que nous sommes des grands pays, eh bien, dans ce cas, on peut donc rivaliser avec la France, on peut rivaliser avec les États-Unis, on peut rivaliser avec les grandes puissances, sauf que chacun d'entre nous sait très très bien
qu'on parle parfois seulement de sommet France-Afrique, c'est-à-dire que tout un seul pays européen, la France, réunit tous les pays africains et tous les chefs d'État viennent se mettre là pour baisser la tête. Le Cameroun est une république bananière que personne ne respecte plus. Et Azali est l'un des derniers présidents que le monde puisse respecter, qui s'assemble, se ressemble. Il est infréquentable comme Paul Biya. Et il s'est retrouvé là par hasard parce que Paul Biya a été humilié. Rappelez-vous, le 11 décembre 2021, eh bien, Mosengo, le président, enfin le secrétaire général de la Confédération africaine de football, nous disait qu'il avait transmis une invitation au président de l'Union africaine, à savoir Antoine Félix Tshisekedi, pour qu'il vienne assister à l'ouverture de la CAN. Tout le monde avait chanté Alléluia, que justement le président de la RDC devait être celui-là qui était le premier invité d'honneur et le deuxième invité d'honneur qui était annoncé pas seulement par la Confédération africaine de football, mais par le gouvernement camerounais, c'était le président sénégalais Macky Sall. On avait applaudi parce qu'on disait que justement c'était la transition puisque Antoine Félix Tshisekedi, actuel président de l'Union africaine, devait passer le relais, le flambeau au président Macky Sall en février. Macky Sall, dont les Lions de la Teranga participent également à la CAN, était donc annoncé en grande pompe comme l'invité, le deuxième invité d'honneur de Paul Biya. Où est donc passé Félix Tshisekedi? Où est donc passé Macky Sall? A-t-on vu un seul président dans les tribunes? Et entre-temps, le match d'ouverture, c'était le Burkina Faso contre les Lions indomptables du Cameroun. Une invitation en bonne et due forme avait été envoyée par la Confédération africaine de football au président Roch-Marc Kaboré de venir assister au stade Olembe à l'ouverture de cette rencontre phare qui d'ailleurs devait aussi être l'inauguration du stade Paul Biya. On avait donc au programme 3 chefs d'État africains, dont un chef d'État de l'Afrique centrale, 2 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, sans pour autant oublier qu'on nous annonçait même qu'il pourrait avoir également le président nigérien, Buhari, qui pourrait être là. À quelques 7 jours de la CAN, Macky Sall a décliné l'invitation. Félix Tshisekedi a refusé l'offre. Et puis Kaboré a dit, lui ne vient pas au Cameroun. On a donc essayé de lancer les invitations, que ce soit à Tchad, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit également au niveau du Congo et du Gabon. Paul Biya a obtenu l'échec parce que la CAF a eu un refus total. Repartez voir les articles qui annonçaient l'arrivée de ces chefs d'État au Cameroun pour une CAN à 24 nations. Une CAN à 24 nations. Et on n'a pas un seul chef d'État, même d'Afrique francophone, ou bien d'Afrique anglophone qui soit connu de grande notoriété. Rien. Bien au contraire. Macky Sall s'était même déjà arrangé à humilier Biya. Puisque, rappelez-vous, que lorsque la première dame
l'ancienne première dame du Cameroun, Germaine Aïdjo, décède le 20 avril 2021 à Dakar, Macky Sall va partir lui rendre visite un mois plus tard, c'est-à-dire au mois de mai, pour la réconforter. Macky Sall était en train d'envoyer un message à Biya, qui n'a jamais accepté que le corps d'Amadou Ahidjo, mort au Sénégal le 30 novembre 1989, puisse rentrer au Cameroun. Tous les présidents sénégalais savent donc que Paul Biya n'est pas un démocrate et n'est pas fréquentable. Biya attendait donc au moins un rachat par rapport à un certain nombre de choses, d'autant plus que Macky Sall est aussi beaucoup plus proche de la France, comme Ouattara. Ouattara n'a même pas voulu, puisque la Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. Donc c'était aussi normal que Ouattara, que Biya passe le relais à Ouattara, qui organise la prochaine CAN en juin 2023. Mais non, Ouattara a dit, niet, je ne vais pas. Et ce qui est beaucoup plus ridicule encore, pour que Macky Sall choque Biya, c'est que le MRC décide d'organiser des marches à la veille de la CAN contre le régime de Yaoundé, le régime dictatorial, en parlant de la dictature de Yaoundé, en revendiquant la libération des prisonniers politiques et en décriant justement les détournements de la CAN. Vous savez qui a autorisé les marches? L'État sénégalais, c'est-à-dire Macky Sall, à la veille de la CAN, invité d'honneur de Paul Biya. Il ne vient pas et il autorise les marches du MRC. Voilà la gifle que Paul Biya a reçue. Magique. Macky Sall. Ils se sont entendus, tous, ils ont dit, nous n'allons pas chez Biya. Biya est donc diplomatiquement isolé par ses pairs. Il ne vaut plus rien. C'est un paria. Et c'est dans ces conditions-là que, dans la honte, l'autre bandit, qui se dit président, au niveau de l'Union des Comores, pour se racheter une virginité, il n'était pas au programme. Azali, le président de l'Union des Comores, parce qu'il est combattu chez lui, dans la mesure où, lui également, il est exactement comme Biya. Il a encerclé le chef de l'opposition, c'est-à-dire l'ancien président. Les manifestations sont interdites chez lui. Il a modifié la constitution. Il a organisé un faux référendum là, juste pour se représenter encore, alors qu'il y a une présidente tournante aux Comores. C'est-à-dire que selon les 3 îles. Mais Azali, qui est un putschiste, parce qu'il est arrivé au pouvoir par coup d'État en 99, parce qu'il est combattu chez lui, et parce qu'il est isolé sur le plan diplomatique, sur le plan international, il voulait donc bénéficier de la CAN et surtout de la qualification des Comores pour venir au Cameroun, encourager les joueurs, se faire filmer et puis repartir, montrer qu'il est aux côtés du football et parce que le football c'est le pion du peuple et que c'est un instrument de récupération politique, que ça allait lui permettre de rebondir. Voilà comment il se retrouve au Cameroun. Azali n'est pas invité par Biya parce que Biya n'est même pas au courant. Il n'y a même pas de représentation diplomatique du Cameroun au Comores. Biya n'est jamais parti au Comores. Et il y a donc une relation qui les unit. Et ils se retrouvent là, mais comme Azali a fonctionné avec des bandits comme Atanganji, Atanganji dit, mais attendez, il est venu voir des joueurs là, mettons-le au programme. Voilà comment Azali se retrouve dans le programme. C'est une honte. Et c'est pour ça que je dis au peuple comorien, c'est pas vous que j'insulte, c'est votre dictateur.
tous les présidents normands ont refusé de venir à côté de Biya. Mais Azali, vous le savez, en 2016, le faux mandat, où il s'est dit qu'il est élu, il a fait le bourrage des urnes. Azali, c'est le petit frère de Biya, oui, c'est vrai qu'il est encore beaucoup plus jeune, il est né en 59. Azali est un bandit qui, bien sûr, fonctionne comme Biya en séquestrant les opposants, en interdisant les manifestations. Et bien évidemment, en 2019, il organise le référendum en juillet, le 29. C'était pourquoi? Parce que il a détruit, il voulait détruire ce pays et en faire une propriété privée. Et il profite aujourd'hui pour venir prendre les cours chez Biya. Vous voyez que c'est après, le soi-disant qu'il était invité à la tribune. Ce n'est qu'après qu'on va dire à Biya que non, il y a quand même un président qui était là, il faut le recevoir. Mais ils ne se sont rien dit. Et puis il est venu pour lui dire, on fait comment pour modifier la constitution? On fait comment pour confisquer le pouvoir? On fait comment? Donc il est venu prendre les coups chez un dictateur. Et c'est pour ça que la diaspora combattante se joint justement au peuple comorien pour dire Azali est entré dans le camp ennemi et comme tel, il est devenu persona non grata. Dès que lui aussi met les pieds en Europe, de la même façon que la brigade anti-Sardinard combat les ministres et même Biya, de la même façon, Azali qui a osé venir soutenir ou venir jouir d'une crédibilité de grand dictateur auprès de notre super dictateur, eh bien, il sera combattu. C'est ce qui va arriver. Parce que le Cameroun ne peut pas être une terre d'asile de tous les dictateurs. Le Cameroun ne peut pas être ce qu'on peut appeler une école des sanguinaires. Le Cameroun ne peut pas accepter, recevoir ceux-là qui violent la Constitution, ceux-là qui violent les institutions, ceux-là qui massacrent les peuples et qui vont se dire qu'en venant au Cameroun, eh bien, on va les voir sur le monde entier au niveau des caméras et tout ça, et puis ça va partir comme ça. Non. C'est dans cette optique que je continue à dire Azali a détruit son pays. Les Comores ne sont pas un grand pays parce que le soulèvement y est, la pauvreté y est, et parce que les biens élémentaires qu'un chef d'État doit offrir à ses populations, il n'y en a pas. De la même façon, j'appelle le Cameroun une républiquette bananière. De la même façon, je ne peux pas me permettre de dire que les Comores, c'est le paradis. Parce que celui qui a la tête de l'État comorien aujourd'hui est un putschiste. C'est un dictateur. C'est un sanguinaire. Et ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être élevé. Non. Le Cameroun a besoin de pouvoir aborder une nouvelle ligne démocratique, une transition. Le Cameroun a besoin de pouvoir accueillir ce qui représente quelque chose, ce qui représente un exemple. Mais Azali n'est pas un exemple. Azali est notre ennemi. Azali n'est qu'une petite fourmi. Azali, c'est l'incarnation de la kleptocratie. Biya beau prendre des corticoïdes, Biya beau se faire régénérer, Biya beau marcher
par une pompe Biya a beau vouloir nous démontrer qu'il est toujours là, chacun d'entre nous sait très très bien que à cet âge-là, on est au soir de sa vie et que l'avenir est sombre, le passé lourd. Et quand le vieux lion est en agonie, bien sûr que des sourissettes peuvent, à partir de cet instant-là, rêver du trône. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut voir comment est-ce que la première dame, qui déjà soulevait les bras de Biya pendant des cérémonies au palais, nous a encore démontré que Biya n'était plus qu'un jouet. C'est elle, dans un exhibitionnisme, dans un bébéisme honteux, sortait au stade pour faire au chef de l'État comme une statuette rassie, avec des mandibules attachées, regardant tout droit comme ça. À côté de lui, une petite sauterelle qui s'agite comme un coléoptère. Chantal Biya est en train de nous démontrer que c'est elle qui tient actuellement le régime. Et pour mieux tenir le régime, il faut tout faire pour récolter tout ce qu'il y a comme une petite économie à côté. Oui, on charge les batteries, on charge les poches, on se ravitaille partout. Et puis, on n'a même plus honte de démontrer que le mari est devenu un valet. Le président de la République obéit désormais aux ordres de la première dame. Cette première dame qui d'ailleurs est devenue premier ministre, secrétaire général et tout, et qui donne également le pouvoir à ses enfants, à sa famille, de pouvoir piller les ambassades. Pendant que les gens sont en train de faire des choux gras, des levées de levure fumantes pour nous dire qu'il y a eu, bien sûr, des influenceuses qui ont bénéficié soit des billets classe affaires pour aller, bien sûr, se mousser au niveau du Mont Fébé. On oublie qu'il y a notre réseau qui est beaucoup plus grave, où la première dame, à travers le réseau de ses propres garçons, actuellement paye pratiquement tous les revenus, ou alors tout ce qui est stocké dans les ambassades, et particulièrement la nouvelle cible, ou alors la nouvelle valisette, la nouvelle banque, c'est bel et bien en Suisse, au niveau de l'ambassade du Cameroun. Actuellement, il y a un réseau de biens, première classe, et surtout avec surfacturation, avec la complicité des fils de la première dame. Ces biens sont facturés entre 20 000 et 30 000 euros. Tout le monde peut les avoir. L'essentiel, c'est de les appeler l'argent du contribuable camerounais. On vous sort des biens aisément et de surcroît, on les surfacture. Je parlais déjà ici de Mongoulou, qui a été nommé comme vice-intendant à la présidence de la République, et par le truchement de la première dame, qui en 2 ans a réussi à faire sortir 2,5 milliards pour du vin. Les réseaux de plus en plus, non seulement l'ambassade du Cameroun à Paris, est une véritable porte de sortie, une hémorragie de fonds publics, où il suffit tout simplement de donner des ordres à Ketchanke pour qu'il racle toutes les caisses de l'État. On achète des billets, ou bien on envoie ceci et cela, ou bien c'est même des jets privés. Mais l'ambassade de Suisse,
l'ambassade du Cameroun en Suisse aujourd'hui est devenue encore beaucoup plus passoire que n'importe quelle ambassade. Il faudrait que ceux qui sont en train d'exiger que les Camerounais payent les taxes, ne serait-ce que pour les transactions financières, à 0,2%, que le ministre des Finances dise au peuple camerounais comment on fait pour contrôler l'argent dans l'ambassade, dans les ambassades du Cameroun, à Paris, ou encore en Suisse, où la première dame, le cabinet civil, ont totalement mis la main dessus. C'est des sommes faramineuses. C'est tout un budget qui va. Imaginez tout simplement, je vous prends le cas, même encore de l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous y arrivez. On va vous faire comprendre que le visa, c'est 75 000 francs CFA. Si vous arrivez avec 75 000 francs CFA, ils ne prennent pas. On vous demande plutôt 125 euros. Et dès que vous donnez les 125 euros, ils vont plutôt vous donner un ticket de 10 euros. Et vous repartez dans un autre service où on va vous poser un cachet. Et ce cachet-là, ça se retrouve au consulat de Marseille, à l'ambassade du Cameroun à Paris et dans toutes les ambassades. C'est interdit de payer avec une carte bancaire parce qu'on ne veut pas de traces. Et dans la soirée, on vient donc sur la table, on pose tout cet argent-là sur une table comme ça là. On se met à comptabiliser. C'est de l'argent détourné. C'est de l'argent volé. Et c'est de l'argent qui doit être géré par le cabinet civil, par la présidence de la République, où on va dire qu'allez, payez ceci, payez tel autre ça. Allez, un billet d'avion, c'est 30 000 euros. Un billet d'avion. Un billet d'avion dans un pays pauvre et très endetté. Comment on peut contrôler ça? Et quand bien même vous arrivez, j'ai envoyé ne serait-ce que quelques journalistes là-bas. Au lieu de 125 euros, ils vous disent même que c'est 130 euros. Et avec ça, ils veulent que les étrangers aillent au Cameroun. Vous organisez une canne, vous n'avez même pas honte. Au lieu d'abandonner ces vieilles méthodes, ne serait-ce que l'instant d'une canne. Mais tout le monde qui va au Cameroun dit, c'est grave. On n'a jamais vu de telles ambassades. On vous demande de payer cash. Vous payez cash, on vous met franc CFA. Alors que vous avez payé en euros. Et on ne met pas le montant exact. On vous donne, on vous dit que c'est 10 euros. C'est là où on vous donne le cachet, le petit coupon de 10 euros. Mais le petit coupon là, vous repartez abandonner ça dans un autre service. Donc imaginez quelqu'un qui est envoyé par sa société pour aller par exemple au Cameroun. Celui-là, son patron va lui dire, montre-moi les documents qui prouvent que tu as payé 125 euros. Il va faire quoi? Rien. Il n'a aucun document. On prend un cachet. Il n'a aucun document. Et on dit que l'argent manque. On prend l'argent chez des pauvres. On détruit tout. Parce que le clan Chantal s'est installé pour tout prendre. Et vous avez pu constater un faux discours. Biaki, courageux, fait aussi le faux courageux. Après la canne, les gens qui sont auteurs de détournements iront en prison. Mais il va mettre qui en prison? Les premiers bandits, ce sont les enfants de Chantal. C'est eux qui ont transporté le matériel de la canne. C'est une affaire de 26 milliards. C'est eux qui ont pris 10 milliards au niveau de la SNH. Et puis, qui d'autre a fait des détournements? Ce n'est pas Ngongo. Ce n'est pas lui qui gérait la casque. Et Ngongo, c'est qui? C'est Chantal. Mais il y avait donc envoyé qui en prison? Qu'il nous explique comment il va faire, quelle alchimie, puisque c'est Ngongo qui gère Chantal. Et c'est Chantal qui gère la République. Il va faire comment? Et c'est vrai que Ngongo,
Lui aussi, il s'est dit, parce qu'on voyait déjà, il a complètement parti, il savait déjà que son temps est arrivé. Eh bien, avec les changements des organes de base du RDPC et le contrôle de tous les bureaux de vote, il se voyait déjà président. Mais en ce moment, au moment où je vous parle, parce qu'il y a une véritable lutte de succession au sommet de l'État, Ngongo lui-même, il commence à douter. Rappelez-vous, avant la CAN, c'est Ngongo qui avait fait la tournée de tous les chefs de toutes les provinces. Et il y avait le tapis rouge. Ah oui, et Charles Ndongo qui avait commis un reportage que le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, jouit et profite de tous les attributs dus au chef d'État. C'est un reportage, la CRTV, où on savait déjà que Biya ne pouvait pas ressortir de l'État où il était. Et Ngongo avait pris une assurance, oubliant que Biya fait toujours le mort, et par la suite, lorsqu'il réussit toujours à faire ces trucs mystiques et qu'on sort quelques petits sacrifices, là, il se relève. Et ce qui va se passer, l'un des échecs, l'une des choses qui fait actuellement peur à Ngongo, c'est par exemple la libération d'un journaliste qu'on appelle Bongbong Matip. Bongbong Matip a été mis en prison par le clan Ngongo. Rappelez-vous que nous sommes le 14 août 2020, lorsque Bongbong Matip est arrêté par 6 éléments de la CENIL et puis conduit au bureau de Joël Émile Bankui. Et par la suite, il sera transféré le 5 septembre 2020 à la prison de Kondengi. On a beau chercher, lui qui est traduit au tribunal militaire, on nous a fait croire que c'est lui qui se présentait comme un grand fanatique, défenseur de la cause de Paul Biya, insultant tous les Bamileke, qu'il avait été arrêté pour propagation de fausses nouvelles. Sauf qu'il n'y a pas eu de plaignant, il n'y a rien eu. Et curieusement, il vient d'être libéré au moment où Paul Biya commence à mettre des pieds dehors. Mais pourquoi est-ce qu'on l'avait arrêté? On l'avait arrêté justement parce que en mars 2020, il avait publié des éléments sonores qu'il avait voulu envoyer au contre-amiral Fouda, qui est l'oreille de Paul Biya et du clan Boulou, en disant que Ngongo était en train de préparer un coup d'État avec son ami israélien qui contrôle le commandant du BIR. Lorsque Bongbong Matip a révélé cela à travers un document où il avait fait un voice de 12 minutes et alliant un élément de plus de 8 minutes de reportage où on pouvait voir Eran Moïse et Ngongo à la libération des otages camerounais de Boko Haram, son enquête pouvait paraître peut-être légère, mais n'était pas facesque. Il y avait des éléments compromettants contre Ngongo, qui montraient d'ailleurs ce qu'on disait depuis fort longtemps, qu'il avait mis la main sur le BIR. La preuve, c'est qu'à une certaine période, lui-même a fait voyager toute sa famille en Israël avec son épouse, parce qu'il s'attendait à quelque chose. Ces éléments, bien évidemment, devaient parvenir à Biya, mais Ngongo étant de mèche avec un certain Paul Daisy Biya et bien sûr aussi Joël Émile Bankui, sans pour autant oublier un certain soi-disant agent de la DGRE, mais qui est dans les réseaux sociaux, là je ne veux même pas citer son nom, ils avaient eu à aller contacter Ngongo pour dire ça va chauffer, il faut intercepter ces éléments-là. Ces éléments-là furent donc pratiquement anéantis et d'ailleurs, Bongbong Matip avait révélé que à travers une certaine petite enveloppe, le commandant du BIR avait eu à donner de l'argent à Joël Émile Bankui
de cette ère pour que cette histoire n'aille pas jusqu'au palais présidentiel. Or, il se trouve que, actuellement, bien que Ngongo ait maintenant pris la garde présidentielle pour qu'il soit gardé, il y a quand même quelques généraux dont je ne voudrais pas citer les noms, qui se retrouvent derrière cette affaire et qui d'ailleurs sont chargés de bien contrôler actuellement Ngongo par rapport à cette histoire. Mbongo Matip lui-même ne sait pas comment est-ce qu'il a été libéré. C'est vrai qu'il a écrit à Biya, cette lettre n'est jamais arrivée, je sais là où elle s'est arrêtée. Mais Biya a eu vent de cette histoire par le truchement, finalement, de quelqu'un d'autre dans son entourage. On a donc ordonné sa libération alors qu'il n'a même pas été jugé. Voilà comment est-ce qu'il se retrouve dehors. Et si jamais Biya, une toute petite minute, a la lucidité, la liberté, qu'il n'est pas sous le contrôle de Chantal Biya, et s'il peut, après la CAN, faire un remaniement, Ngongo, c'est terminé pour lui. Voilà donc une situation. Ngongo se voyait bien président, mais n'imaginez pas comment est Biya. Vous l'avez vu quand il a que maintenant Biya se courbe avec Mwanda Yolo jusqu'à ce que la tête peut déjà aller en bas. Il vient d'être président, hein? Tout le monde, vous le voyez à la CRTV, à les honneurs du au président et tout, et tout, et tout. Il savait que c'est déjà lui. Mais là, il y a un retournement de situation parce que Biya, je le disais, c'est le roi Chronos. C'est celui-là qui tue toujours celui qui l'a élevé. Il est bien au courant d'un certain nombre de choses. Même si aujourd'hui il n'a pas toutes les forces, même si aujourd'hui il redoute lui-même un coup d'État, mais néanmoins, avec la canne, qui, si jamais les Lions ne gagnent pas, et surtout lorsqu'il y aura un bilan, regardez comment était Biya au stade. Il était là, la bouche attachée, il regardait en haut pour voir comment. Et lui-même aussi, il cherchait l'hôtel de 70 places. Biya cherchait la piscine olympique. Biya cherchait le supermarché. Biya cherchait le musée, comme Ngongo lui a raconté. Biya cherchait tout ce qui avait été décrit comme grand projet pour le stade Paul Biya. Il n'a même pas accepté que le stade soit officiellement baptisé au nom de Paul Biya. Regardez quand il... Regardez en haut, pendant que Chantal s'agitait pour lui dire que c'est beau, c'est magnifique, c'est ceci et cela. Mais le père là, sa mine voulait bien tout dire. Il a été déçu. Parce que, comme Hitler, il voulait quelque chose de très grandiose. Et si maintenant il se rend aussi compte que les gens ne sont pas dans des stades, s'il se rend également compte qu'il y a eu beaucoup d'impréparation, et si jamais les Lions indomptables ne gagnent pas, rappelez-vous en 72, Amadou Ahidjo, après avoir donné le coup d'envoi, attendait que les Lions indomptables gagnent. Il était là, on attendait le remaniement, il ne disait rien. Mais juste après la défaite contre le Congo, beaucoup furent expédiés en prison. La canne sucrée risque donc d'être très amère. Pour ceux qui sont actuellement au pouvoir, la canne sucrée risque d'être très pimentée si jamais les lions ne vont pas au bout. Et même s'ils vont au bout, la canne sucrée, il y aura un bilan qui sera bel et bien fait. Ne vous en faites pas. La nuit peut durer comme elle peut, mais le jour finit toujours par elle. La canne n'est qu'une porte d'entrée vers la sombre nuit des longs couteaux. Longs couteaux, certains en ont parce qu'ils ont des costauds moyens financiers et parce que, en même temps, ils surveillent leurs adversaires, utilisant parfois le football comme un tremplin ou comme un bras armé. Et ceux qui ont pu regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent au niveau du stade Amadou Ahidjo
ont pu constater comment est-ce que le régime Biya a tout manipulé pour annihiler, amorphiser, effacer Samuel Eto'o-Fils. J'ai été le premier, comme souvent, à alerter. Avant même l'ouverture de la CAN, j'ai dit Samuel Eto'o avait une certaine popularité qui gênait le régime, de telle sorte que même ceux qui sont avec lui ne voulaient pas qu'il soit élu président. Faisant semblant de le soutenir le jour, la nuit, il se retournait. Sauf que, très stratège, il a su jouer et il a su dribbler à la ligne d'arrivée. Il a marqué le but. Et ce but est très amer contre eux. Et à la veille de l'ouverture de la CAN, j'avais d'ailleurs annoncé que Samuel Eto'o ne faisait pas partie du programme officiel et qu'il ne pouvait pas être à la tribune présidentielle. Beaucoup avaient cru que c'était des élucubrations, mais ce n'est qu'après fait que des gens se sont réveillés pour dire « Oh, Samuel Eto'o a été écarté, Samuel Eto'o a été... Mais je l'avais déjà annoncé. Samuel Eto'o a tout fait, je le répète, pour que la CAN soit organisée au Cameroun. Mais est-ce que Samuel Eto'o a réellement été récompensé? Et qu'est-ce qui fait qu'il soit mis à côté au point où la CRTV ne puisse même pas le filmer? Effectivement, selon toutes les informations que nous avons reçues, que ce soit la CRTV ou le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, il a été interdit qu'on prononce le nom de Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, une dernière vidéo qui vient de fuiter sur les réseaux sociaux montre pratiquement Samuel Eto'o avec Fally Ipupa dans le box, où Fally Ipupa lui dit qu'il va justement prononcer son nom, Samuel Eto'o, pendant qu'il sera sur le podium. La réaction de Samuel Eto'o montre déjà qu'il a peur, en disant que non, surtout, parce que ne me crée pas de problème, il n'y a qu'un seul président ici. Donc, il ne faut pas prononcer mon nom. C'est-à-dire, il s'est auto-licencié. Il s'est auto-muselé. Ce n'est pas qu'il a voulu se museler, c'est qu'il a été contraint à garder le silence et à rester dans l'anonymat. Parce que c'est un programme qui a été ficelé pour qu'il ne puisse pas être exposé. Des dossiers ont été concoctés contre lui pour démontrer à Paul Biya qu'il était un danger pour lui et qu'il allait arracher la popularité. Justement, on peut le constater déjà que lorsque Samuel Eto'o vient au Cameroun, alors que la première fois, il était bel et bien là avec l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, et son vice-président, Constant Omari, lorsqu'ils sont reçus au Palais de l'Unité, eh bien, Paul Biya reçoit Samuel Eto'o. Mais en mi-décembre, lorsque Samuel Eto'o quitte maintenant Doha et vient avec le président de la CAF, Motsepe, il arrive au Palais d'Etoudi. Samuel Eto'o est plutôt conduit à la salle d'attente. Il ne rencontre pas Paul Biya. À partir de cet instant, il devait comprendre qu'il est déjà écarté. Et pourquoi est-ce qu'il est écarté? Parce que les rapports qui sont arrivés à la présidence de la République montraient plutôt que Samuel Eto'o voulait se mesurer à un chef de l'État. Parce qu'on avait apporté à Paul Biya les vidéos de Samuel Eto'o datant du 16 novembre 2021, où il se retrouve au stade de Japoma pour le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Pendant qu'il est au stade, le public se met à scander Samuel Eto'o président. Cette vidéo a été apportée tout comme la plus dangereuse. C'est après l'élection de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o s'en va à Saint-Mélima, où
son entrée est digne de celle d'un chef d'État. Bain de foule, ainsi de suite. Or, la région du Sud, c'est la région de Paul Biya. Cette vidéo est ramenée au président de la République pour dire que Samuel Eto'o devient de plus en plus menaçant. Menaçant pourquoi? Parce qu'avant l'élection de Samuel Eto'o, il va faire la tournée à travers les régions du Cameroun, où non seulement on met les agents secrets, on enregistre tout ce qu'il dit, mais surtout, on va se rendre compte qu'il va se faire bénir par des chefs traditionnels. Or, vous le savez très bien, Paul Biya, pour son pouvoir, s'est toujours fait bénir par les chefs traditionnels. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et les Lamido et tout le reste. Samuel Eto'o l'a fait. Eux, ils se sont dit, ce geste est très dangereux. Et il ne s'est pas arrêté là. Puisque avant l'élection, Samuel Eto'o a publié plusieurs fois les photos avec les chefs d'État africains. Sans oublier qu'il connaissait déjà des puissants comme ceux du Qatar, les dirigeants du Qatar. Et bien sûr, avant même cela, il pouvait se filmer avec Poutine. On a donc vu que c'était une véritable menace. Mais là, c'est beaucoup plus grave. C'est que Samuel Eto'o est l'ami du président congolais. Antoine Félix Tshisekedi. Samuel Eto'o est invité à Kinshasa, où justement le président Infantino et le président de la CAF Motsepe lui demandent pendant la réunion de ne pas se présenter comme candidat, de ne pas briguer le poste de candidat de la Fédération camerounaise de football, mais d'accepter d'être vice-président. Samuel Eto'o va refuser. Parce que Motsepe n'a jamais voulu, tout comme Infantino, ils se sont dit, Samuel Eto'o est incontrôlable, a une grosse personnalité et peut leur créer de sérieux problèmes. Donc on voulait qu'il soit l'adjoint de Sédou Bombonjoya. Samuel Eto'o va claquer la porte et va partir. Or, comme je vous ai dit, pendant la cérémonie d'ouverture, le président de la RDC, donc Antoine Félix Tshisekedi, qui est actuellement le président de l'Union africaine, a été invité par Paul Biya pour venir assister à la cérémonie d'ouverture. Félix Tshisekedi a refusé de venir. Et qu'est-ce qu'on a déduit? Étant l'ami de Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o qui n'a pas voulu que Antoine Félix Tshisekedi vienne. Donc, il a boycotté Paul Biya. Voilà des rapports qui ont été faits à charge contre Samuel Eto'o et que lui-même, jusqu'à présent, n'est pas au courant. Parce que lui, il était bien convaincu que, puisqu'il a aidé le régime, par exemple en 2018, en soutenant qu'il allait voter pour Paul Biya, et d'ailleurs, cette canne qui était en train de partir, Samuel Eto'o a été le seul qui s'est dressé pour dire la canne doit avoir lieu au Cameroun. Donc il se disait qu'il était dans de bonnes grâces au niveau du palais. Or, le palais aujourd'hui est plutôt en train de le soupçonner comme quelqu'un de dangereux qui, jouissant de sa popularité, peut faire le coup de George Weah. Ne l'oubliez pas, avant de devenir président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o avait été invité par George Weah, Ballon d'Or, France Football en 1995, à la cérémonie d'investiture. Paul Biya n'avait pas été invité. Et Samuel Eto'o, à la sortie de cette cérémonie d'investiture, avait déclaré qu'il devait repartir à l'université de Harvard. C'est-à-dire, aller à Harvard, c'est à peu près comme Weah, devenir chef d'État. Mais sauf qu'il avait compris que le régime avec ça commençait à le surveiller. Et du coup, lorsque Jeune Afrique avait, pendant un poisson d'avril, dit que Samuel Eto'o veut annoncer sa candidature à l'élection présidentielle,
les services de communication de Samuel Eto'o avaient fait une sortie très musclée pour condamner Jeune Afrique, disant que Samuel Eto'o n'avait pas ses ambitions. Mais le régime, lui, n'a pas perdu d'optique que Samuel Eto'o peut avoir les mêmes ambitions, d'autant plus que le Cameroun se retrouve exactement dans la configuration du Libéria entre 89 et 2013, lorsqu'il y avait la guerre civile au Libéria. Et d'autant plus qu'à côté, le Cameroun a aussi vu un autre scénario. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu au Mali, Salif Keita, ballon d'or en 72, qui a brillé à la CAN au Cameroun, et qui, profitant de sa célébrité, avait failli devenir président, mais sauf qu'on l'avait vite asphyxié en lui disant en 87 que, bon, écoute, tu deviens ministre des Sports. Mais actuellement, en 2019, c'est un autre footballeur qui a failli devenir président, Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu était très célèbre au Nigeria et il a dit qu'il sera candidat à l'élection 2019. Il avait commencé, bien évidemment, à créer aussi des fondations, puis ambassadeur de la paix et généreux comme Samuel Eto'o. Il avait d'ailleurs permis, à travers sa fondation, Kanu Heart Foundation, à faire que 1000 jeunes Nigérians aillent se faire opérer à l'étranger. Et du coup, sa cote de popularité est montée en flèche. Et lorsque l'État du Nigérian, et particulièrement Buhari, a vu que c'était un danger pour lui, il a tout fait pour mettre Nwankwo Kanu hors d'état de nuire. Samuel Eto'o a-t-il des ambitions présidentielles? A-t-il des capacités au regard de ce que George Weah a fait? Et oui, Samuel Eto'o peut représenter un danger. De toutes les façons, il fait peur à ces régimes. Rendez-vous compte que vendredi 14 janvier 2022, Samuel Eto'o a atteint 14 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Incroyable. Et il a fait un message que la route se poursuit. Immédiatement, les faux profils du régime sont venus lui dire: au juste, ta route se poursuit jusqu'où? Tu veux déjà devenir chef de l'État? Allez sur sa page, vous allez voir des messages. Ces messages sont menaçants pour lui dire: on te tient à l'œil. On voit là où tu es en train de vouloir aller. Lorsque vous savez très bien que le président Paul Biya ne peut même pas atteindre 1 million d'abonnés. Donc, la célébrité de Samuel Eto'o est en train de dépasser même celle de George Weah. Puisque justement, le congrès du changement, donc le parti auquel George Weah avait adhéré, comment est-ce qu'il avait commencé? Il avait commencé comme Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'il était beaucoup ami avec les artistes. Et d'ailleurs, vous voyez que depuis un certain temps, George Weah chante d'ailleurs. Il organisait des concerts. Et après, il a été en 2012 ambassadeur de la paix, avant de se présenter d'ailleurs à la double élection de 2005, puis 2011 contre Ellen Johnson Sirleaf, puis d'aller gagner les sénatoriales. Les Américains, les Français avaient déjà prédit, avaient déjà dit: faites très attention à ce monsieur, c'est un footballeur, mais il peut devenir président. Et d'ailleurs, il avait battu Ellen Johnson en 2011. Mais on avait tout camouflé. Et George Weah avait bénéficié d'une chose. C'est quoi? C'est que à cette période-là, le Libéria sortait d'une guerre civile qui avait fait plus de 250 000 morts. Il fallait donc quelqu'un qui peut réconcilier. Quelqu'un qui pouvait avoir une certaine popularité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été nommé au comité de réconciliation. Il avait profité de cela pour encore avoir une bonne assise politique. Et finalement, il est devenu le porte-flambeau de l'opposition. Et quand George Weah, sa cote est montée, eh bien, finalement, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. George Weah est devenu bel et bien président. Donc, Samuel Eto'o n'est pas à négliger parce qu'il est intelligent. Les services secrets ont dû étudier que depuis un certain temps,
Samuel Eto'o a réussi à réunir à la fois les sardinards et les tontinards. Alors qu'il était beaucoup critiqué par l'opposition, Samuel Eto'o a réussi à remettre de l'eau dans son moulin en prenant même des grands journalistes comme Bruno Tagné et parfois en lançant même une petite fleur à Valsero, tout en restant aussi avec le régime. N'oubliez pas également que Samuel Eto'o, toujours dans la même optique, a pu convaincre un certain nombre de Camerounais de pouvoir suivre son projet. De telle sorte que, aujourd'hui, il fait quasiment l'unanimité. À l'époque, il avait des problèmes avec Roger Mila, avec Bel-Joseph Antoine, avec Rigobert Song. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Eto'o disait qu'il est très orgueilleux, qu'il ne veut pas, il ne veut que de lui. Samuel Eto'o parle maintenant à tout le monde en s'inclinant, donne la place à ses aînés. Ce qui signifie qu'il fait l'unanimité. Il a beaucoup grandi. On ne peut plus le négliger. Parce que les gens croient que devenir président veut tout simplement dire que sortir de sciences pour faire ceci et ça. Mais non! C'est le bas peuple là qui élit les présidents. Et le danger Samuel Eto'o est présent actuellement au palais. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Le